À Moscou, les autorités sortent de leur mutisme et affirment que tous les otages tués l'ont été par le gaz paralysant. De nombreuses questions concernant précisément ce gaz dont on ignore l'origine exacte et son dosage lors de l'assaut. L'état de santé de nombreux otages reste très préoccupant. La tempête qui souffle sur le nord et l'île de France a tué 3 personnes, des vents en rafale jusqu'à 140 km dans le nord Pas-de-Calais. L'Europe n'est pas épargnée, 6 morts en Grande-Bretagne après la chute d'arbres. Le général Massiot, figure de la Libération, s'est éteint à l'âge de 94 ans. Jacques Chirac lui rend un vibrant hommage, un très grand soldat qui aura participé à toutes les guerres contemporaines. Cinéma avec la sortie de Décalage horaire, une comédie sentimentale réalisée par Daniel Thompson avec Juliette Binoche dans un rôle à contre-emploi, celui d'une esthéticienne extravertie. À ses côtés Jean Reno. Juliette Binoche est l'invitée de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Les autorités russes commencent donc à sortir de leur silence et ont annoncé dans l'après-midi que le bilan des 118 victimes lors de l'assaut serait nettement plus lourd. 150 personnes sont toujours en réanimation, dont 45 entre la vie et la mort. Une certitude ce soir, tous les otages, sauf 2, sont morts à cause du gaz paralysant. Près de 650 personnes sont toujours hospitalisées. Ceux qui avaient des blessures superficielles ont pu sortir dès ce matin. La joie et le soulagement des familles. Christian Autain. Le bonheur d'être en vie, la joie des retrouvailles. Ces rescapés sont les premiers à quitter l'hôpital, apparemment en bonne santé. Ce jeune homme réalise à peine ce qui lui est arrivé. Tout s'est bien passé. Je me suis juste évanoui quelques heures, mais j'ai vite repris connaissance. Mais celui-là, à sa fenêtre, devra patienter encore un peu avant de pouvoir serrer dans ses bras ses parents, le temps que les médecins le laissent sortir. Pour beaucoup d'autres, en revanche, c'est l'inquiétude. Toute la journée, ils étaient nombreux à se presser devant cet hôpital de Moscou, à la recherche d'un être cher. Des listes de rescapés ont bien été affichées à l'entrée, mais l'angoisse monte à mesure que le nombre des victimes augmente. Mon père jouait dans l'orchestre. Apparemment, il a été vu vivant à l'hôpital, mais depuis, personne n'est capable de me dire ce qu'il est devenu. Bonne nouvelle pour cet homme d'affaires néerlandais. Il vient tout juste de retrouver son fils à l'hôpital, mais il est accablé. Sa femme est morte durant l'assaut. Elle est la première étrangère victime de la prise d'otage. Une indemnité de 3 000 € pour chaque famille d'otages tués et 1 500 € pour les rescapés. C'est l'engagement que viennent de prendre les autorités de Moscou, alors que le nombre de morts ne cesse de s'alourdir. Les moscovites sont venus en nombre ce matin, certains portant des fleurs aux alentours du théâtre encore placé sous bonne garde. Un dernier hommage de ces anonymes aux victimes. Jusqu'à présent, on n'a pratiquement entendu aucun témoignage des otages mis à l'écart dans un premier temps durant leur hospitalisation. Aujourd'hui, un collaborateur de l'agence France Presse, dont l'état de santé ne suscite aucune inquiétude, raconte comment l'assaut s'est passé. Un témoignage recueilli par Irina Golovkova du bureau de France 2 à Moscou. Exactement à 5 heures, les gens commencent à se réveiller, donc à se lever de leur place. C'est à ce moment-là qu'on a vu une légère brume qui descendait du plafond. Et donc, en fait, là, je pense que tout le monde a compris que c'est le démarrage. Il n'y a pas de panique, parce que donc non, il n'y a pas de panique absolument. Les gens donc ont utilisé ce qu'ils ont, donc des écharpes, des foulards, ce qu'ils ont pour se protéger. Beaucoup se sont mis par terre. Et donc la dernière chose que j'ai vue, c'est qu'un des terroristes a quitté sa place et il avait assis sur une chaise et donc s'est jeté dans une porte. Je sais pas, pour peut-être aller au renfort d'autres terroristes. Ils ont commencé à crier en tchétchène, je sais pas ce qu'ils ont crié en tchétchène, peut-être que ça commençait, voilà. Donc l'un a quitté sa place, il a couru, et puis donc j'ai entendu des tirs, et je pense que j'ai perdu conscience, voilà. J'ai levé la tête. J'ai vu des otages sur des femmes qui étaient autour de moi, sans conscience, la bouche ouverte, donc la bouche bleue,
Et donc il n'y avait aucun signe de vie. Je me sentais comme si j'avais pris une belle dose de drogue, je sais pas de quoi. En fait, les médecins eux-mêmes ne savaient rien. Parce que, à ce qu'il paraît, ce sont les hommes des forces spéciales qui l'ont dit de ne rien dire, et peut-être que même les médecins ne savaient pas grand-chose. En effet, une seule interrogation aujourd'hui comme hier, reprise par la presse moscovite et appuyée par les différentes chancelleries qui espèrent trouver des remèdes pour leurs ressortissants. Quel est le gaz qui a été utilisé pendant l'assaut? Il s'agit d'une arme. Ces ravages inquiètent et selon les experts interrogés, face au mutisme des autorités russes, il pourrait s'agir d'un produit chimique qui a servi pendant la guerre du Vietnam. Christelle Bertrand, Patrick Fandiot. Libre, mais empoisonné. Tous ces ex-otages ont respiré le mystérieux gaz utilisé par les forces spéciales russes pour neutraliser les terroristes. Plus de 36 heures après l'assaut, un médecin s'exprime enfin sur les victimes. Une voix officielle laconique qui donne des chiffres, mais rien sur la nature du gaz. 645 personnes sont hospitalisées. 150 sont en réanimation. 45 sont dans un état grave. À cette heure-ci, 117 otages sont morts, 63 hommes et 54 femmes. Tous les spécialistes contactés évoquent pourtant le gaz BZ, une substance qui provoque une forte confusion mentale et une sédation après avoir été inhalé. Le BZ est tout à fait adapté pour ce genre d'opération, mais problème, il est interdit. Il est sur la liste de la Convention d'interdiction des armes chimiques, donc il n'est pas censé devoir être utilisé même dans des opérations de maintien de l'ordre. C'est peut-être la raison de la discrétion des autorités russes. Difficile, voire impossible pour l'instant de connaître la nature exacte du gaz utilisé. Mais ce soir, une chose est sûre, c'est qu'il a tué beaucoup d'otages, beaucoup trop pour un usage a priori calculé. Depuis l'aube hier matin, les autorités russes ont beaucoup communiqué, mais sans grande transparence, laissant de vastes zones d'ombre sur l'assaut des forces spéciales. En guise de bilan, je vous propose de faire un point nécessaire sur ce que l'on sait avec certitude, témoignages à l'appui, mais aussi nous soulèverons les questions qui n'ont pas encore trouvé leur réponse pour l'instant. Alain Chalvon. De l'assaut, nous n'avons que ces échos de tirs et le résultat final, ces rebelles morts et le transport d'otages visiblement mal en point. Dès lors, beaucoup de questions se posent. 1. Le déclenchement. Les autorités russes affirment que les rebelles commençaient à exécuter des otages. Les témoins racontent une scène de panique d'un jeune otage qui a tenté de s'enfuir. Les rebelles ont ouvert le feu. Les autorités ont pu alors penser que le commando était en train de mettre à exécution ces menaces. 2. Le renseignement. Beaucoup d'otages avaient des portables. Et les rebelles, par volonté de dramatisation médiatique, en avaient laissé l'usage. Ainsi, les services spéciaux avaient-ils une idée assez précise de la configuration des lieux? Les hommes sont sur scène pour affronter un éventuel assaut. Les femmes, elles, sont au milieu des otages, munies de ceintures d'explosifs. Mais surtout, les autorités ont eu cette information capitale. Les rebelles n'avaient pas de masque à gaz, en tout cas pas en nombre suffisant. 3. Le gaz. Le gaz a agi vite, moins de 45 secondes dit-on. Mais cela aurait largement laissé le temps aux femmes de déclencher leur ceinture d'explosifs. Alors pourquoi ne l'ont-elles pas fait? C'est un des principaux mystères de l'opération. 4. Les combats. On a entendu des bruits de tirs et d'explosions. Reste qu'aucun membre des forces spéciales n'a été touché, du moins officiellement, et que la plupart des rebelles semblent avoir été exécutés froidement. Quant aux otages, les autorités reconnaissent aujourd'hui qu'ils sont tous, sauf 2, morts d'intoxication. Une journaliste russe, renommée pour son courage et qui a fait de nombreux reportages en Tchétchénie, a joué le rôle de médiateur entre le commando et les autorités russes pendant la prise d'otages. Aujourd'hui, elle raconte. Dominique Derda, Franck Brisset. Bien sûr, je comprends. Mais peut-être qu'il n'avait pas ses papiers sur lui. Peut-être qu'il n'est pas en état de parler. Apparemment, il y en a beaucoup dans ce cas.
Comme des centaines de moscovites, depuis hier matin, Anna Politkovskaya est suspendue au téléphone. Parmi les otages libérés, un ami musicien. Oui, j'ai compris. Merci. À bientôt. Tout juste, c'est elle qu'il est vivant, dans un état grave, en salle de réanimation. Mais à l'hôpital, les médecins, pour l'heure, refusent toujours de se prononcer. Pas un mot, ni sur les effets du gaz, ni sur les espoirs de guérison de ceux qui l'ont inhalé. J'ai l'impression qu'ils se sont livrés à une sorte d'expérience parallèle pour étudier les effets concrets de ce gaz sur l'organisme humain. C'est une méthode à la soviétique et je la récuse. Lorsque la prise d'otage a commencé, elle était aux États-Unis pour y recevoir un prix, celui du courage. Anna Politkovskaya est l'un des rares journalistes à se rendre régulièrement en Tchétchénie et à témoigner au péril de sa vie des exactions de l'armée russe. D'urgence, elle a regagné Moscou et tenté de négocier avec les rebelles tchétchènes la libération de plusieurs otages. Vendredi soir, à quelques heures de l'assaut, elle était encore dans le théâtre. Tous les otages que j'ai rencontrés me disaient on nous a laissé tomber, on se prépare à mourir. Ils ne pensaient pas à l'assaut. Ils étaient persuadés que le commando allait faire sauter le bâtiment. Quant à la télévision, elle découvre les premières images des morts et des malades par centaines. La journaliste comprend que la libération des otages a tourné au carnage. Officiellement pourtant, malgré le nombre de victimes, l'opération est un succès. Comment peut-on appeler ça une victoire, alors que toutes ces familles se préparent à des funérailles? Ce soir, Anna Politkovskaya attendra encore que sonne son téléphone. Elle est toujours sans nouvelles de son ami musicien. En direct de Moscou, nous rejoignons Dominique Derda. Avec le dernier bilan des victimes, l'opération si favorable à Vladimir Poutine pourrait-elle être ternie par l'assaut bien plus meurtrier qu'annoncé hier? Eh bien, vous savez, Béatrice, l'opinion publique russe, à part ceux qui écoutent les radios indépendantes, ceux qui lisent les rares journaux encore critiques à l'égard du pouvoir, l'opinion publique russe doit souvent se contenter de ce que lui donnent les médias officiels, les médias d'État. Les télévisions, très contrôlées par le Kremlin, diffusent depuis hier en boucle des images de l'assaut des forces spéciales, les images des preneurs d'otages exécutés, mais elles s'intéressent beaucoup moins à toute cette polémique autour du gaz. Restent les familles des otages, les familles de ceux qui sont morts, les familles de ceux qui sont dans un état critique. Après la journée de deuil national demain, leur colère pourrait bien s'exprimer publiquement. Merci Dominique Derda de ces précisions. Ceci nous amène en France à la plus grande simulation entreprise en Europe jusqu'à ce jour, simulation d'attentat qui aurait pu faire des centaines de victimes, un exercice en temps réel dans le camp militaire de Canjuers dans le Var, avec dans un cinéma l'explosion d'une bombe radioactive. Patrick Fandiot, Pierre Bond-Joseph. Début d'exercice. Des cris de comédiens pour un scénario dramatique. Explosion dans un cinéma d'une ville moyenne. 200 cinéphiles pris de panique dans une salle obscure. Bien sûr, ce n'est qu'une simulation aux allures de film catastrophe pour tester le temps de réaction des secours. Je sais que c'est une explosion dans un cinéma, je ne sais pas plus. Les pompiers locaux sont les premiers sur place en moins de 10 minutes, mais ils n'ont pas d'informations. Ils ne connaissent pas ce gaz qui pique, qui brûle et qu'ils respirent sans aucune protection. La seule chose qu'on ait su, c'est qu'on était en zone contaminée, point final. On n'a pas de notion de produit ni quoi que ce soit. On est contaminé. On ne prend pas le risque de rentrer comme ça pour faire d'autres victimes. Si nous on meurt, les gens, il n'y aura plus personne pour aller les chercher après. Une heure après, on commence seulement à savoir ce qui a explosé. Une bombe dite sale, un mélange d'explosifs traditionnels et de produits radioactifs. Il faut maintenant identifier, trier les victimes. Il faut faire vite, très vite, mais ça coince. Qu'est-ce qui coince? C'est le nombre de patients dans les tentes. La tente est limitée en surface, donc il faut qu'on ait un peu plus de surface parce qu'on n'y arrivera pas à mettre tout le monde dedans. Au poste médical avancé, on décontamine à la chaîne, on teste du matériel sophistiqué. 850 sauveteurs participent à l'opération. Une débauche de moyens pour une menace qu'on nous dit bien réelle.
On voit bien que partout dans le monde, des soucis comme cela, on en a. Il suffit de voir Bali et Moscou. Donc le réalisme, si vous voulez, de notre exercice est effectivement conventionnel. C'est un scénario que nous avons construit, mais un scénario dont tout le monde sait, hélas, qu'il est possible demain en France. Ce soir, les sauveteurs travaillent sur une autre explosion, à l'ammoniac concentré à dose mortelle. On joue à se faire peur pour améliorer les secours, pour faire face au pire. Météo France avait lancé à partir de ce matin un bulletin d'alerte, notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et les vents ont en effet soufflé en rafale jusqu'à 140 km/h en mer et 120 dans les terres. La tempête qui a touché également l'île de France a provoqué la mort de 2 personnes écrasées par un arbre dans leur voiture en Seine-Saint-Denis. Une 3e personne est morte écrasée par l'effondrement d'une toiture dans l'Aisne. Le point avec Aurélia Guillemin, Frédéric Vian. L'accident n'a pas pu être évité. C'est un arbre arraché par le vent qui s'est abattu sur un véhicule cet après-midi à Bobigny. Bilan, 2 personnes tuées, 2 autres blessées. Le résultat des vents très violents qui se sont abattus sur le nord de la France aujourd'hui. Dans l'Aisne, on compte aussi une victime, un homme de 50 ans cette fois, tué par l'effondrement du toit de cette maison, encore en construction. La charpente a été posée cette semaine. Les pignons sont de construction récente, donc à mon avis pas suffisamment secs, et donc se sont écroulés sous la poussée du vent. Et malheureusement la personne se trouvait en dessous. Même chose dans le nord où les dégâts sont spectaculaires. Toiture arrachée, chute de poteaux électriques et ce chapiteau qui s'est écroulé comme un château de cartes. En tout, les pompiers ont reçu plus de 4000 appels aujourd'hui. Mais c'est sur la côte que les vents ont soufflé le plus fort. 140 km/h en Picardie, comme dans le Pas-de-Calais, obligeant les ferries à rester à quai jusqu'à ce soir. Sur l'autoroute A16, un moment coupé, la circulation a elle aussi pu reprendre, mais des bouchons de plusieurs kilomètres ont paralysé le secteur. Ce soir, la vigilance reste de mise dans les 7 départements allant de la côte normande à celle du Nord-Pas-de-Calais, même si selon Météo France, la tempête devrait s'affaiblir dans la soirée. Et on apprend à l'instant qu'un chasseur près de Maubeuge a été tué lors de la chute d'un arbre. L'Europe n'est pas épargnée. En Grande-Bretagne, les vents ont soufflé jusqu'à 160 km/h, tuant 6 personnes. Un ferry est entré en collision avec un navire de la marine au sud de l'Angleterre. François Baudonnet. 3 personnes se trouvaient dans cette voiture en plein centre-ville d'Oxford, en Angleterre. L'arbre qui est tombé sur leur véhicule a tué l'une d'entre elles, une jeune femme de 22 ans. Au total, en Grande-Bretagne, la tempête a fait 6 morts aujourd'hui. Des automobilistes tués par des chutes d'arbres, tombés sous des rafales allant parfois jusqu'à 160 km/h. Ici à Portsmouth, ce ferry en provenance du Havre, avec 800 passagers à bord, est entré en collision avec un navire militaire. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas de blessés. Plus à l'est, en Belgique, en Autriche et en Allemagne, on déplore également plusieurs victimes. À chaque fois, des échafaudages, des arbres ou des toits d'immeubles se sont effondrés sous la puissance des rafales. Selon les services météo, le vent devrait se calmer dans les prochaines heures, mais ce soir en Europe, la tempête a fait au moins 15 morts. Hier, pendant 3 heures, une panne de réseau a privé de téléphone fixe 30 000 habitants de Charente. Et les téléphones cellulaires, vite saturés par les appels, n'ont pas été d'un grand secours. Difficile de joindre en cas de besoin les services d'urgence. Une panne qui aurait pu avoir de graves conséquences. Christophe de Valembras, Philippe Ritten. Le centre opérationnel des pompiers à Angoulême. Les appels d'urgence au 18 de toute la Charente arrivent ici. Hier, à 16h20, panne chez France Télécom, toutes les lignes ont été interrompues. Plus moyen de joindre les pompiers. Notre objectif a été de détourner les lignes téléphoniques sur ce téléphone GSM dans le but d'avoir des communications pour l'ensemble des riverains pour les appels d'urgence. Assez rapidement, le réseau GSM a été saturé. Donc on s'est rendu compte effectivement que nous avions des problèmes pour réceptionner les appels de l'ensemble de la population. Réseau saturé car dans le département, 30 000 personnes n'ont plus que leur téléphone portable pour communiquer. Ligne fixe hors service. C'est une panne d'alimentation dans un relais France Télécom et il faudra près de 4 heures pour réparer. C'est totalement imprévisible et heureusement très rarissime, plus rarissime qu'une coupure de fibre liée à des travaux. C'est pour ça que c'est un incident très difficile à identifier, localiser et à réparer. Et pendant la panne, le risque était bien réel de ne pas pouvoir joindre les secours. Heureusement, il n'y a pas eu de problème, mais aujourd'hui, il faut tirer les conclusions de l'incident. On pourrait tout à fait envisager, sous forme d'un droit de préemption, en cas de circonstances majeures, un droit de préemption sur décision du représentant de l'État, afin de préserver l'essentiel des communications.
En réservant par exemple des liaisons mobiles par téléphone mobile? Par exemple, je crois que ce serait une piste tout à fait intéressante à explorer. En Charente, une réflexion concertée sera menée sur cet incident, avec pour ambition d'initier des mesures concrètes au niveau national. Gaulliste de la première heure, le général Massu est décédé hier à l'âge de 94 ans. Haute figure de la France libre, Jacques Chirac lui rend un hommage appuyé en saluant un très grand soldat qui fut de tous les combats de la France contemporaine, un homme de générosité. Thierry Curtet. Massu, général Massu, un grognard de la France, s'en va. Cet homme rugueux disait de lui-même « L'arrangement n'est pas dans ma nature ». Sa décision la plus importante, il la prend en 1940 lorsqu'il choisit le camp du général de Gaulle. Massu, c'était un homme d'un bloc. Il était un petit peu moralement comme il était au physique, c'est-à-dire carré, rude. C'est un homme qui a été courageux. Il était avec Leclerc pour libérer Paris. Ensuite, il a suivi Leclerc un peu en Indochine, pas longtemps, je crois un an, il a été commandant d'armes à Hanoï. Et puis ensuite l'Algérie. Et ce sera la bataille d'Alger en 58 qu'il gagne avec des méthodes radicales. Dans le journal Le Monde, il y a 2 ans, il finit par reconnaître et regretter l'usage de la torture au cours de cette guerre. Lui n'est pas du putsch des généraux, mais il est rappelé à Paris par De Gaulle pour avoir critiqué le gouvernement d'alors. C'est pourtant lui que De Gaulle va secrètement voir en mai 68 à Baden-Baden. Le général Massu se retrouve alors face à un homme hésitant, débordé. Il lui parle. C'était pas le tempérament d'un soldat comme lui, d'un chef comme lui, de renoncer au risque. Je lui ai dit 2 ou 3 phrases comme celle-là, c'est un peu plus développé et pas très gentil, au point que j'avais honte moi-même de ce que je lui disais. Et tout d'un coup, il s'est levé, et moi, encore une fois, j'étais devant lui, et il m'a donné l'accolade. De Gaulle reviendra à Paris déterminé et reprendra la main. Le général Massu, lui, prendra sa retraite dans le petit village de Conflans-sur-Loing, dans le Loiret. C'est là qu'il s'est éteint hier, à l'âge de 94 ans. Après l'annonce de Nicolas Sarkozy évoquant un possible référendum sur l'avenir institutionnel de la Corse, les réactions se sont multipliées aujourd'hui. Reportage Arnaud Boutet, Mathias Barois. Certains électeurs ne croient plus au miracle et pensent que le référendum local ne changera rien. Depuis 30 ans que ça dure, il n'y a aucune solution. Donc je suis arrivé à la conclusion suivante, que nous sommes des gens ingérables et que personne ne peut gérer l'ingérable. Sur la brocante, on ne trouve pas de boule de cristal, mais quelques chineurs voient dans le référendum une sortie de crise. Ils veulent enfin décider. Il faut effectivement redonner la parole au peuple, oui. Ça me semble évident. Je pense qu'il vaut mieux consulter la population pour qu'elle donne son avis. Une consultation faute de consensus. Aujourd'hui, les élus sont divisés. Les conseils généraux ne veulent pas disparaître. Et dans le nord de l'île, certains redoutent un déséquilibre si l'Assemblée d'Ajaccio voit ses pouvoirs renforcés. Si vous voulez savoir ce que je crains, c'est que je ne vois vraiment pas l'intérêt de créer un centralisme régional à la place du centralisme parisien tant décrié. Je crois qu'encore une fois, sauf à reconstituer des féodalités très fortes, il vaut mieux répartir le pouvoir. Pour imposer le projet de collectivité unique, José Rossi met au défi ses adversaires. Ce sont les meilleurs qui seront élus dans la nouvelle Assemblée si tout le système doit se redéployer. Je crois que c'est une bonne chose pour la démocratie. Les discussions s'annoncent animées. En attendant, ce sont les vacances. Elles peuvent toujours servir à la réflexion. À Nîmes, la communauté musulmane se mobilise pour empêcher l'expulsion de son imam en situation irrégulière. Véronique Aguillonne et Françoise Mazou. Il y a de plus en plus de jeunes dans la mosquée de Val-de-Gour depuis l'arrivée du nouvel imam il y a 10 mois. Parce qu'il est jeune aussi, parce qu'il prêche en français, pas seulement en arabe, et parce que selon eux, il les guide dans leur vie de tous les jours. Qui dit jeune à la mosquée, donc moins de dégradation, moins de délinquance au niveau du quartier. Et ça peut être déjà un bon signe au niveau du quartier. Nous ici, il n'y a rien de caché, on vient, on fait la prière, et ils nous donnent des conseils pour la religion, etc., les enfants aussi, et ça reste là. Sur la drogue, il nous fait c'est pas bien et tout.
Et après, quelquefois, quand ils entendent ça, les jeunes, ils arrêtent. Les préoccupations de la jeunesse ici, de la mosquée, c'est l'intégration, le citoyen, le comportement civisme. Il y a un peu de choses un peu comme ça, quoi. C'est dans ce contexte. Alors je me vois mal défini comme, ou qu'on m'attribue être intégriste ou extrémiste. Je le vois très mal. L'imam menacé d'expulsion pour situation irrégulière, les fidèles ne l'acceptent pas compte tenu, selon eux, de son discours modérateur, compte tenu aussi de sa présence en France depuis 1995 avec 2 enfants nés ici. Dans le Nord, où il officiait, on lui aurait promis une régularisation. Si c'était un élément qu'on devait expulser, pourquoi on a attendu 2002 pour l'expulser? Est-ce que la loi a changé de 1995 à 2002? Je ne crois pas. S'il était en situation d'expulsion, on aurait dû l'expulser en 96, 97, 98. Aucun commentaire du côté de la préfecture. Le dossier administratif suit son cours, sans rapport a priori avec le comportement de l'imam. Val-de-Gour, avec 1500 fidèles, est la plus grande mosquée de Nîmes. L'actualité internationale au Proche-Orient, nouvel attentat suicide. Un kamikaze en Cisjordanie s'est fait exploser à l'entrée d'une colonie juive, au moins 3 morts et 30 blessés. Cet attentat a été revendiqué à la fois par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, ce groupe armé lié au Fatah de Yasser Arafat, et revendiqué également par le Hamas. Situation de guerre à Bangui, en Centrafrique. Les forces loyalistes ont bombardé le nord de la capitale, tenue par les rebelles. Les troupes du président Ange Félix Patassé tentent de reprendre le contrôle de la ville. Deuxième tour des élections présidentielles au Brésil. Pas de grand suspense. Le candidat de gauche, Lula da Silva, devrait l'emporter haut la main. Depuis 8 heures ce matin, les bureaux de vote sont ouverts. 115 millions de Brésiliens sont appelés à se prononcer. Et parmi eux, bien sûr, cet ancien ouvrier métallurgiste, leader du Parti des travailleurs, qui fait déjà le V de la victoire. Il est vrai qu'au premier tour, son score avoisinait les 50%. S'il est élu, ce sera le premier président de gauche du Brésil. Lula, comme l'appellent ses sympathisants, est porteur d'un immense espoir dans ce pays où 4 millions d'agriculteurs n'ont pas de terre et tentent de survivre. La victoire du leader de la gauche leur laisse entrevoir des jours meilleurs. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pascal Golomer, Tristan Lebras. Ils se sont installés ici il y a un peu plus de 3 mois, sur un terrain en friche qui ne leur appartient pas. Un campement sans eau ni électricité, comme il en existe des dizaines au Brésil. C'est la méthode qu'utilise depuis 15 ans le mouvement des paysans sans terre pour demander à l'État de distribuer aux plus démunis les millions d'hectares qui ne sont pas cultivés. Vera ne pouvait plus payer un loyer et nourrir seule ses 11 enfants. Elle rêve aujourd'hui de devenir propriétaire. Déjà 500 000 familles ont obtenu gain de cause, mais ce n'est qu'un début. 1% de la population possède encore près de la moitié des terres. C'est très difficile de trouver un travail. En restant ici, j'ai l'espoir d'obtenir un petit bout de terrain, d'y travailler et de survivre grâce à cela. Et si vous n'arrivez pas à être propriétaire? Mais si, je le deviendrai. Ce sont des chants révolutionnaires qu'on apprend aux enfants. Le mouvement n'a jamais caché ses sympathies marxistes. Et lorsqu'il a dû s'affronter parfois violemment aux propriétaires terriens ou à la police, il a toujours trouvé du soutien auprès du Parti des travailleurs, le parti de Lula. Lula, dont tout le monde ici attend qu'il prenne fait et cause pour les sans terre, une fois qu'il sera à la tête du pays. Je pense que malgré les alliances qu'il a faites avec certains partis, certains milieux d'affaires, Lula viendra avec de nouvelles propositions pour faire une vraie réforme agraire. Du moins, c'est ce que j'espère. Le candidat Lula ne s'est guère exprimé sur le sujet durant la campagne. Ses premières prises de position en tant que président seront un test important pour savoir si l'homme est resté fidèle à ses idéaux. À quelques jours du week-end de la Toussaint, particulièrement meurtrier sur les routes, voici les chiffres qui donnent le vertige. L'an passé, 100 personnes ont été tuées et 2017 blessées. Ces statistiques ne donnent pas toute la mesure des souffrances morales et physiques subies par ces victimes pour qui la vie a basculé en une seconde. Véronique Aglione et Pascal Ponce sont allés à la rencontre de certains rescapés lourdement handicapés au centre spécialisé Propara à Montpellier. Un jour, leur vie a changé de route. C'était le 12 mars, le 21 juillet, le 28 octobre. C'était il y a 14 ans ou 3 mois. C'était hier, un accident brisant leur trajectoire. La moto, en freinant, s'est déportée et on est venu donc frapper de front un véhicule. Et j'ai été éjectée par-dessus le véhicule. Ce qui s'est passé, je crois, un moment d'inattention, je crois de la part du conducteur, quoi.
une part d'inattention puisqu'il est venu carrément à gauche, quoi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris le volant, je me suis endormi au volant. Mais bon, j'avais beaucoup bu, hein, donc... Après, c'est la reconstruction. Le carrefour des vies brisées qu'on raccommode, 6 à 18 mois de rééducation, sans savoir pour certains ce qu'ils vont récupérer de leurs bras ou de leurs jambes. Ceux-là, on les appelle les incomplets, parce que leur futur est encore en morceaux. Je réfléchis pas trop à long terme. Sinon, ça peut être trop douloureux pour savoir comment après je peux retrouver du travail, savoir si je serai en fauteuil, si j'aurai encore des cannes, si je pourrais remarcher à peu près normalement. Tout ça, c'est trop flou. Disons, toutes mes possibilités sont là, entre mes yeux, ma langue, et puis un peu ma main qui me permet de me guider, de me déplacer. Voyez-vous? Et alors, je veux dire, je pourrais plus, aller à la pêche. Je pourrais plus, puisque je peux pas... Il ne pourra plus aller par les petits sentiers qu'il aimait, ni se laver seul, s'habiller, manger. Il pourra peut-être regagner quelques bribes d'autonomie, mais plus tard, après rééducation, opération, un si long combat pour revivre. En 99, je me suis fait faire une colostomie. Ce qui veut dire, bon, c'est un anus artificiel. Bon, pour moi, c'est une autonomie. Avant, je ne pouvais pas partir un week-end, ne serait-ce que plus de 2 jours. Il fallait que je prévoie un infirmier ou un soignant, tout ça. C'est toute une vie qui change parce qu'il y a aussi des problèmes urinaires, des problèmes intestinaux, des problèmes d'ordre sexuel. Donc c'est absolument toute la vie devient tout à fait différente. Et souvent, c'est ce qu'on me dit, c'est une renaissance. Une renaissance dans la douleur, parce qu'après le centre attendent souvent les problèmes familiaux, problèmes de relogement et de règlement financier des assurances. Un peu de sport en ski à Sölden en Autriche. Lors du slalom géant, première étape de la saison masculine de ski alpin, le Français Frédéric Covillier a terminé 2e. Il a été devancé par l'Autrichien Stefan Eberharter que de 13 centièmes de seconde. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de Décalage horaire, une comédie sentimentale avec Juliette Binoche dans un rôle qu'on ne lui connaît pas et Jean Reno, l'histoire d'une rencontre dans un aéroport de 2 personnages qui n'ont rien pour s'entendre et pourtant. Le film est réalisé par Daniel Thompson. Dans un instant, nous en parlerons avec Juliette Binoche qui incarne une jeune esthéticienne généreuse et un peu paumée. Reportage Pascal Deschamps, Jean-Louis Melin. Ça veut dire quoi, départ indéterminé? Un aéroport un jour de grève et une rencontre entre 2 voyageurs que tout sépare. Au revoir. Rose, la jolie esthéticienne, et Félix, le cuisinier coincé qui a réussi à New York. Unité de temps, de lieu et d'action qui permet à 2 êtres totalement décalés, au propre comme au figuré, de se découvrir. L'histoire d'un amour naissant, aussi beau et mystérieux qu'il était improbable. Là, je pars faire une saison à Las Brisas. Écoutez, on n'est pas du tout obligé de se parler. J'ai du travail, vous aussi peut-être. Ah non. Moi, il faut être 2 pour mon travail. Ah. Non. Vous me l'avez demandé, je vous le dis, hein, je suis esthéticienne. Tout à coup, il y a l'extraordinaire moment où l'autre est parti. Il est allé peut-être à 10 mètres, ou il est allé à l'autre bout du monde, mais il y a plus, on peut plus respirer. Et on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Quelqu'un que je ne connaissais pas hier, je ne peux plus vivre sans... Il faut qu'il m'appelle, il faut qu'elle m'appelle, il faut que je la revoie. C'est magnifique, c'est un moment dans la vie qui est magnifique. C'est de ce moment-là qu'on parle. Oh, puis j'ai pas fait tout ça là pour me retrouver avec un flippé qui me pose des questions tordues, qui me donne des leçons. Ça va comme ça les leçons. Hein. Des situations cocasses et 2 acteurs dans des rôles inhabituels, ce n'est pas un slogan publicitaire, séduit par la partition de Daniel Thompson. Sur les gens, surtout les gens. Mais c'est parce que c'est un vinaigre bas de gamme, c'est tout. On va la refaire, cette vinaigrette. Elle a écrit un scénario qui a une qualité énorme, quoi, qui est la réponse à beaucoup de questions qu'on se pose aujourd'hui, quelque part. C'est un scénario sur la tolérance aussi, et c'est traité d'une manière pas comique, mais dans de la comédie. Une comédie romantique, oui, dont on sort avec le sentiment qu'à condition de savoir saisir le bon moment, parfois tout est possible. Vous en êtes tout là? Vous restez, vous partez? C'est quoi la tendance? Je sais pas. Juliette Binoche, bonsoir. Quand on vous découvre dans ce film, car c'est une vraie découverte, on se demande pourquoi il aura fallu attendre si longtemps pour vous voir jouer une comédie.
Moi aussi, j'étais étonnée, mais bon, la vie est ainsi faite. J'en avais très envie, j'avais soif de ça. J'en avais pris des prémices à travers certains films que j'avais faits, parce qu'il y a des scènes un peu comiques dans d'autres films que j'ai faits, mais c'est vrai que... Est-ce qu'il fallait de l'audace? Parce que c'est vrai que vous êtes à contre-emploi par rapport à l'ensemble, je dirais, de votre carrière. C'est un grand mot, mais c'est quand même vrai. Est-ce qu'il fallait de l'audace aux metteurs en scène pour oser venir vous proposer un rôle de ce genre? Il faut avoir surtout l'imagination, je crois. Et les autres en manquaient, donc bravo Daniel Thompson. Oui, j'étais très heureuse de faire partie de cette aventure et qu'elle ait pu imaginer un personnage pareil pour moi. Mais vous aviez mis une croix, vous aviez fait le deuil de ce type de rôle? Un petit peu. J'en avais le désir, mais comme ça venait pas, je dis bon, je serai abonnée au dramatique. Et qu'est-ce qui vous a séduit? Est-ce qu'au fond vous avez peur de vous répéter? J'ai très peur de me répéter. J'ai trop envie de me transformer parce que la vie est courte et j'ai soif d'apprendre et d'aller vers des choses nouvelles. Et la comédie, pour moi, c'était un coup de vent dans les cheveux. Ça m'a fait du bien. Ouais. C'est joliment dit. Alors, on vous dit, évidemment, très professionnelle, très bosseuse, malgré votre talent. Est-ce qu'il faut travailler, vraiment bosser pour entrer dans une comédie? Je crois qu'il faut avoir l'envie de s'exprimer à travers un art, n'importe quoi, mais en tout cas, à un moment donné, plonger dedans et être tenace et avoir une certaine foi, je crois, parce que sinon le travail sans foi, le miracle ne peut pas arriver. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Mais en tout cas, vous avez travaillé l'apparence du rôle. On a le sentiment que vous avez sauté à pieds joints dans l'histoire. Dans les chaussures 12 cm, oui, oui. Ça, entre autres. C'est vrai, mais on était une équipe, vraiment, à choisir, à trouver les couleurs des personnages, de Jean Reno aussi. Et c'est vrai que Rose, c'est une fille gaie, c'est une fille positive et qui à la fois a tous les malheurs dans sa vie, dans son cœur et qui essaie d'aller vers un ailleurs. C'est aussi une fille, je dirais, gentille, très gentille, oui. Généreuse. Elle s'excuse. Est-ce que vous pensez que ce sont des valeurs qui vous ressemblent ou ce sont des valeurs un peu galvaudées? La gentillesse presque jusqu'à la naïveté par moments. La compassion, c'est un sentiment que je ressens très très fort en moi et c'est vrai que quand je vois les informations, par exemple ce soir, ça me donne envie de pleurer à chaque moment, et de révolte aussi. Et je crois que bon, c'est nécessaire, mais aussi ça fait du bien de sourire, de rire un peu et de partager un moment. Et le cinéma le permet ou d'autres choses le permettent aussi. Mais je crois qu'il faut contrecarrer un petit peu, équilibrer, parce que sinon ça va devenir fou, tout ce qu'on a entendu ce soir. En effet. Quand on voit votre carrière, on se demande si un film comme celui-ci peut être un tournant ou simplement un détour un peu jubilatoire. Alors moi, je l'ai pris vraiment comme un cadeau. Et donc, pour moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi dans le futur. Peut-être que je vais jouer des esthéticiennes pendant 5 ans après ce film-là, qui sait. Non, mais des comédies. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très Catherine Hepburn et un peu Yves Montand du côté de Jean Reno. Mais il faut les mots pour le dire. Et c'est vrai que les auteurs, ça ne court pas les rues. Et Daniel Thompson a su rendre aux personnages aussi les mots pour s'exprimer. Et c'est vrai, ça, c'est une chance énorme. Cette rencontre, pour moi, c'est un horizon nouveau et bon, j'espère faire partager ça aux gens qui le veulent. Vous le faites et vous en parlez bien et avec plaisir. Un dernier mot, on vous dit insatiable d'expérience, vous le disiez. C'est vrai que vous avez envie de chanter? Oui, mais je ne le ferai pas tout de suite ce soir. Mais un jour, j'aimerais bien, mais ça viendra comme ça viendra. Mais j'ai découvert un peu cette peur, en fait, qui est d'ouvrir la bouche et de sortir un son de soi. Ça me paraît totalement incongru, mais je crois que c'est un plaisir. Si ceux qui veulent chanter, allez-y, chantez de tout cœur, parce qu'il ne faut pas se refuser ce plaisir-là. Chanter comme faire un disque? Ah non, chanter pour le plaisir de chanter et de traduire sa joie et son besoin et son envie de vivre. Continuez alors à chanter pour vous dans votre salle de bain. Merci Juliette Binoche et bravo pour ce film, vous y êtes tout à fait excellente. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, 20h55 urgence, 0h10 le dernier journal présenté par Jean-Claude Renaud. Demain à 7h40 dans les 4 vérités, il y aura un invité, mais personne ne m'a dit lequel. Peut-être ce sera une surprise. 13h le journal Daniel Bilalian. 20h Antoine Cormery. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces images en Sicile. Le volcan Etna s'est réveillé cette nuit. Plus de 200 secousses sismiques ont été enregistrées. Les jets de cendres mesurent plusieurs centaines de mètres de haut. 2 hôtels des environs ont été évacués. Ils avaient été endommagés par les secousses telluriques et des fissures sont apparues sur les murs.